Le Québec est le plus grand consommateur de médicaments. Nos jeunes utilisent 2 fois plus de médication pour le trouble de déficit d'attention au Québec qu'ailleurs au Canada, le double. Ça prend une approche plus rigoureuse sur l'utilisation des médicaments et surtout reconsidérer l'objectif qui est la santé de la personne. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une journée de Conseil national dédiée au sujet de la santé, mais on discute de la santé sous un angle différent. En général, on parle de santé en termes de soins, ce qui est tout à fait normal, en termes de nombre d'actes médicaux et en termes de personnel, qui malheureusement trop souvent au Québec manque par rapport aux besoins. Évidemment, on va parler de ça aujourd'hui, mais on va parler de prévention et de manière plus générale de la santé des Québécoises et des Québécois. Parce qu'évidemment que c'est interrelié. Si les Québécoises et les Québécois sont en santé, ils vont faire appel moins souvent au système de santé et à ce moment-là, on a plus de chances de répondre aux besoins de toute la population. Et au-delà de ça, vous comprendrez que viser la santé des Québécoises et des Québécois, ça devrait être ça l'objectif et non pas compter le nombre d'actes médicaux. Donc, on a fait appel à un certain nombre d'experts sur la question. Vous vous souviendrez que j'ai parlé du temps d'écran il y a presque 1 an maintenant. Et là, on se tourne vers d'autres questions analogues, notamment la sédentarité qui est en augmentation, la proportion de jeunes qui font appel à de la médication pour toutes sortes de raisons, donc des proportions qui sont nettement en hausse. Je vous donne quelques chiffres. La proportion de personnes sédentaires a augmenté chez les 15 à 64 ans de 32 à 37 %. Même chose pour l'obésité, elle a augmenté de 16 à 23 % des chiffres de 2008 par rapport aux chiffres actuels. Donc, on voit que la santé ne va pas dans la bonne direction pour les Québécoises et les Québécois. Ça nous préoccupe et on veut un plan global sur comment on vise la santé comme État. Le Québec est le plus grand consommateur de médicaments, notamment pour traiter la santé mentale. Nos jeunes utilisent 2 fois plus de médication pour le trouble de déficit d'attention au Québec qu'ailleurs au Canada, le double. Donc, ça nous amène également à se pencher sur le thème de la surprescription. Et on est fiers au Parti québécois d'être le premier parti à identifier cet enjeu-là. La surprescription, également l'absence de déprescription. Donc, on fait appel très rapidement aux médicaments. Je vous donne d'autres données. Chez les 30 ans et moins, les demandes de remboursement pour les médicaments liés à la santé mentale ont augmenté de 24 % entre seulement 2019 et 2021. Ça vous donne une idée, là. La prescription de psychostimulants chez les moins de 25 ans est en hausse constante depuis 20 ans. Donc, il y a plusieurs données là, qui indiquent très clairement que on fait vraiment rapidement appel à la médication, particulièrement chez les jeunes. Il y a des conséquences à la surprescription, notamment c'est qu'il y a des risques d'interaction entre les médicaments entre eux. Il y a le fait qu'on n'envisage pas quelles sont les sources de ces problèmes-là et on pense que le médicament en soi va toujours régler tous les enjeux à long terme. Ça peut mener, dans certains cas, à des conséquences néfastes sur la santé et engendrer d'autres problèmes qui nécessitent d'autres médicaments, donc l'accumulation de médicaments les uns par-dessus les autres. Et évidemment, vous aurez compris que financièrement également, c'est insoutenable d'avoir toujours plus de médicaments prescrits, alors que c'est l'État qui doit soutenir ça. Donc, c'est ni intelligent sur le plan de la santé des gens, ni intelligent sur le plan des finances. Pas qu'on va cesser d'utiliser les médicaments, mais ça prend une approche plus rigoureuse sur l'utilisation des médicaments et surtout comment reconsidérer l'objectif qui est la santé de la personne. Et à ce moment-là, on devrait avoir une discussion notamment sur la déprescription dans le cadre de plans qui redirigent le patient vers des saines habitudes de vie et donc créer une indépendance par rapport aux médicaments. On parle ici donc d'un changement de mentalité. Au Parti québécois, vous le savez, on aime travailler à l'avance ces sujets-là, donc avec les experts qu'on a conviés aujourd'hui, c'est le point de départ pour une approche beaucoup plus large et beaucoup plus long terme qui vise la santé des Québécoises et des Québécois. Et là-dessus, je vais prendre vos questions.
Non, c'est pas la même lettre, c'est une question, une question. Bonjour. Bonjour. T'as écrit ma lettre de presse, désolé. Claudie Côté, TVA. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, sur la surprescription, je comprends que c'est un thème central là, de cette journée. En même temps, vous n'avez pas peur d'aller jouer dans... C'est l'autonomie des médecins, ce sont les médecins qui font les prescriptions, c'est une chasse gardée, en fait, ça leur revient. Qu'est-ce que le gouvernement a à faire dans dire aux médecins comment prescrire, puis quoi prescrire, puis qu'à arrêter de prescrire? Hier, j'écoutais la partie du Canadien quelques instants avant de fermer les yeux. Sur la bande, c'était marqué Ozempic partout. Qu'on vienne pas me dire que c'est juste une question d'indépendance professionnelle des médecins. Je fais entièrement confiance aux médecins, mais il y a une pression corporative avec des publicités sur toutes sortes de sujets, puis on ne sait jamais en fait exactement ce que fait le médicament, là, mais il faut être conscient qu'il y a des intérêts qui vont pousser pour qu'on utilise leurs médicaments le plus possible. Nous, l'intérêt qu'on sert, c'est celui des Québécoises et des Québécois. C'est simplement ça. Donc, on sert leur santé. Et lorsqu'on parle de surprescription, c'est de considérer quelles approches, dans l'ensemble du système de santé, amèneraient à se poser les questions, est-ce que la personne est active? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle a des habitudes de vie qui lui permettent d'avoir une santé mentale? Au-delà du médicament, est-ce qu'on a un plan à long terme pour que cette personne-là, de manière autonome, retrouve la santé? Et c'est de ça dont on va parler. Et je n'ai pas la prétention, comme politicien, d'avoir toutes ces réponses-là. Mais comme on le fait souvent au Parti québécois, on va chercher l'expertise. On fait confiance à la société civile pour nous éclairer dans une approche qui ne se limite pas à des compagnies qui poussent des médicaments comme si c'était la seule manière de retrouver la santé. Les études démontrent qu'en fait, la santé, c'est beaucoup plus large que le médicament qu'on prend. Puis le système de santé devrait être vu de manière beaucoup plus large que le nombre d'actes médicaux qu'on pose. D'ailleurs, il y a une des propositions de faire un audit externe sur l'Agence de la santé puis le ministère de la Santé et des Services sociaux. Vous logez où là-dessus? Puis qu'est-ce qu'on pourrait trouver qu'est-ce qu'on pourrait trouver de plus? Il y a déjà des mécanismes qui existent. Il y a la vérificatrice générale, entre autres, qui fait des vérifications? Oui, ben la proposition émane évidemment de nos exécutifs régionaux. Elle sera débattue au cours du Conseil national. L'avis qu'a émis la commission politique est défavorable pour les raisons que vous venez d'évoquer, à savoir qu'il existe déjà des mécanismes pour s'assurer d'une reddition de comptes la plus complète possible du ministère de la Santé. Donc, on comprend l'intention derrière la proposition. Puis, on s'attend évidemment à ce que Santé Québec aussi se prête au jeu. Et ça va être un enjeu extrêmement important sur le plan économique, financier, politique. La reddition de comptes que va devoir offrir Mme Biron et son équipe, mais on y reviendra dans le cadre, effectivement, des mécanismes qui existent déjà à l'Assemblée nationale. OK, parce que pour vous, c'est pas clair que Santé Québec va offrir une reddition de comptes? Tout simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra pas obtenir une reddition de comptes sur le plan quotidien avec l'agence de la même façon que lorsque le ministre est responsable du ministère. C'est un des problèmes qu'on voit avec la création d'une agence et puis le brassage de structures. Ça met une certaine distance entre la reddition de comptes du politique et ceux qui ont été nommés par le gouvernement pour gérer l'agence. Mais il y aura des rendez-vous essentiels à tenir à chaque année pour s'assurer du bon fonctionnement et du meilleur investissement possible en santé pour les Québécois. Merci. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Écoutez, vous me pardonnerez, mais j'aimerais revenir sur la controverse suscitée par les propos d'Arun Boisy. Au fond, ce qu'il dénonce sur le fond, c'est la façon dont on parle d'immigration à l'Assemblée nationale. La semaine dernière... Ça va plus loin que ça. Ben, entre autres. Si c'était juste de dénoncer de la manière dont on en parle, on n'en serait pas ici. Oui, mais entre autres... Il salit les institutions, des personnes spécifiquement dans tous les partis politiques. D'accord, mais entre autres, il dénonce aussi la façon dont on parle d'immigration à l'Assemblée nationale. La semaine dernière, vous avez mis en garde contre une vague migratoire de millions de personnes à la suite de l'élection de Donald Trump. Est-ce que ça suscite chez vous une réflexion à savoir si vos propos devraient être, je ne sais pas, plus positifs quand on parle d'immigration? Est-ce que... Mais en quoi considérer la possibilité qu'il y ait une vague migratoire alors que notre voisin américain
Le président dit que c'est ça qui s'en vient. En quoi c'est négatif? Est-ce que se rattacher à la réalité et aux faits, c'est négatif? Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt un parti comme Québec solidaire qui, justement, n'a aucun respect pour les faits. Déforme les propos, fait des procès d'intention sur la base de mensonges. C'est cette politique négative-là qui divise. Tant qu'on demeure respectueux et que le propos est basé sur des faits, ce qu'on fait constamment au Parti québécois, c'est comme ça que la démocratie est censée fonctionner. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le salissage, la politique négative, le populisme basé sur du mensonge, qu'il soit de gauche radicale ou de droite radicale, parce que je trouve que le modus operandi des conservateurs d'Éric Duhem ressemble étrangement à celui de Québec solidaire sur le rapport à la réalité et à la vérité. Et est-ce que cette approche-là que vous avez, vous croyez, fait l'unanimité au sein des membres du Parti québécois? Ben, il y a 40 000 membres, peut-être 50 000, là, je ne sais pas on est rendu à combien. Ça monte. Mais j'ai pas de mécanisme pour savoir l'opinion de tous et chacun. Ce que je sais, c'est que la députation, le Conseil exécutif national, la commission politique et toutes les instances me soutiennent. De quelle façon? Est-ce qu'ils se sont prononcés de façon on se parle officielle? Tout le temps. On est toujours... C'est un parti qui est très collaboratif, le Parti québécois. On est toujours en train de se parler sur comment on aborde. Si vous regardez correctement le document de 92 pages sur la planification de l'immigration, ça a été revu et réajusté en fonction de l'actualité. Et chercher un seul mot qui est négatif ou qui manque de rigueur ou qui est accusatoire, vous en trouverez pas. Cherchez par contre le plan de Québec solidaire en immigration, là, puis vous trouverez rien. Que du signalement de vertu, puis des accusations de salissage essentiellement des autres partis. Mais cherchez un seul document qui décrit leur vision, leurs chiffres, qui montre un minimum de rigueur, vous n'en trouverez pas. Merci. Bonjour, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. On comprend tous qu'il faut faire de la prévention, puis en même temps, on sait tous la meilleure façon d'être en santé, c'est de pas être malade, hein, comme dirait Yvon Deschamps. Mais j'aurais dû l'inviter. Il en reste pas moins que des fois, il faut avoir accès à des médecins. Puis ça, c'est quand même l'angoisse principale des Québécois actuellement, c'est d'avoir accès à son médecin rapidement dans les 24 ou 48 heures quand une grippe tourne en pneumonie puis qu'on veut pas aller traîner à l'urgence. Et dans toutes les provinces du Canada, ça se fait, ça. C'est quand même un des engagements forts de ce qu'un gouvernement peut promettre dans une campagne électorale. Je comprends qu'il faut faire de la prévention, mais les gens veulent avoir accès à un médecin facilement, rapidement, et ils demandent à ce que ce soit possible de le faire. Qu'est-ce que vous avez à proposer ou qu'est-ce que vous pourrez proposer dans 2 ans? En fait, puis au risque de nous répéter de ce qu'on disait en 2022, Camille, je suis la co-porte-parole en santé également, quand on parle d'avoir une vision d'ensemble, c'est aussi de considérer que ce n'est pas que le médecin qui est la porte d'entrée. Le décloisonnement des professions dont on parle, la CAQ a tenté quelque chose, c'est très embryonnaire et peu efficace pour le moment. Le décloisonnement des professions, on en parle et on en reparle. Les services de proximité, c'est ça aussi l'accès aux services. La première ligne, ce ne sont pas que des médecins. Je suis physiothérapeute de métier, je le répète souvent. Moi, je peux m'occuper de toutes les blessures musculo-squelettiques que je rencontre à l'urgence dans un service de première ligne. C'est la même chose, une nutritionniste peut faire une évaluation d'un bilan de diabétique. Donc, il faut changer de paradigme réellement puis arrêter de considérer le médecin comme étant le point pivot de toutes les solutions à la maladie. En matière de surprescription, M. Saint-Pierre Plamondon, je vous ramène à un texte de 2015 du docteur Barrette, qui était ministre de la Santé actuellement, à l'époque. Puis qui disait qu'il y avait une surprescription de 30% plus de médicaments au Québec que dans la moyenne canadienne, et qui disait aussi, par contre, qu'il ne pouvait pas agir directement sur le cas de la surprescription parce que ça tombe dans l'acte médical des médecins, ce qu'on disait tout à l'heure, mais que le Collège des médecins avait été mandaté pour étudier la question, parce que c'est lui qui pouvait faire des recommandations là-dessus. Donc, je ne vois pas comment le gouvernement pourrait s'en tirer autrement que de faire appel aux professionnels, alors que les professionnels disent eux-mêmes que c'est souvent les patients qui demandent des médicaments et que là, on a une pression des patients pour avoir des médicaments. Mais vous avez raison, et c'est ce que Paul a évoqué tout à l'heure, parce qu'on les bombarde de publicité, les gens pensent que la solution magique, c'est davantage de médicaments. Et ça, ce à quoi ça touche, à mon point de vue, c'est toute la question de la sensibilisation, de la prévention à travers
les fonctions de la santé publique. Et ça, il faut le mentionner. La santé publique, aujourd'hui, là, les investissements qu'on y fait, c'est 1,5, 1,9% de l'ensemble du budget de la santé. En Colombie-Britannique, c'est 6%. On pourrait faire beaucoup mieux. En fait, ce à quoi on aspire, c'est pouvoir investir de façon majeure dans la santé publique pour justement s'assurer que les citoyens eux-mêmes soient aussi les gardiens de leur propre santé. Et ça, c'est vrai que c'est un changement sociétal important, mais moi, je fais le parallèle entre ce virage-là et le virage vers les soins à domicile. Ça fait 4 ans qu'on dit sur toutes les tribunes qu'il faut faire un virage majeur, comme on l'a fait, par exemple, dans les pays scandinaves, et que essayer de continuer d'investir dans le béton, puis dans les maisons des aînés, on va frapper un mur. Et là, le gouvernement commence à le réaliser. Mais là, on part la même démarche pour la question de la prévention, de la santé publique, des saines habitudes de vie, du mode de vie actif, parce qu'on va frapper le même mur. On est rendu à 60 milliards de dollars de dépenses en santé, essentiellement pour guérir la maladie. Faut cesser de ne voir l'équation que dans des investissements dans le système de santé. Il faut investir dans la santé des Québécois, notamment à travers un rôle accru et indépendant de la santé publique. Juste un éclaircissement sur la désincorporation des médecins. Est-ce que c'est pas une façon de provoquer un conflit, ça, avec les médecins? Parce que ça fait longtemps que ça se discute, puis il est certain que c'est dans les propositions qui ont été soumises. Oui, c'est ça, mais ça fait longtemps que le Parti québécois prône ça. Puis vous trouvez que... La CAQ, en fait, s'était engagée à faire ça. Il devait le faire, c'était dans le programme de 2018, et ça s'est jamais fait. Donc, oui, c'est une proposition, mais en fait, ça correspond à une position qu'on a toujours. D'estimer que les médecins vont être réceptifs à ce genre d'un gouvernement, éventuellement? On est un parti démocratique dont les décisions sont basées sur l'intérêt public. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon, Stéphanie Martin, Journal de Québec. Il y a une proposition qui va être débattue à l'effet de ne pas répondre en anglais lors des points de presse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée dans un souci de cohérence avec votre idée générale du français au Québec? Nous sommes tous dans un parti démocratique où toutes les idées peuvent être proposées. En même temps, moi aussi, j'ai le droit à ma liberté d'expression, là. Il y a personne qui va me forcer ou m'empêcher de répondre en anglais à des médias anglophones. René Lévesque le faisait. Et c'est ce qu'on va faire dans un Québec indépendant. C'est très important de rappeler que dans un Québec indépendant, évidemment qu'on ne fera pas reculer les droits des anglophones québécois, alors que leur statut minoritaire sera bel et bien à protéger, à mon avis, là. Donc, je vais laisser le plancher décider, là. Je pense pas qu'il y a une recommandation. Défavorable, non. C'est ça, il y a une recommandation défavorable déjà de la part de la commission politique, mais sur une base personnelle, je vois pas pourquoi on ferait autre chose que ce qu'on va faire dans un Québec indépendant, c'est-à-dire répondre aux médias anglophones en anglais, de sorte qu'ils puissent utiliser la réponse dans le bulletin de nouvelles. Puis, je lisais hier vos propos concernant la souveraineté, les jeunes, vous avez dit qu'ils seraient porteurs de ce projet-là. On vous voit enthousiaste par rapport à ce projet-là, qui reste stagnant, si on veut, dans l'opinion publique. Étant donné votre enthousiasme, justement, est-ce que vous vous engagez, vous avez déjà dit dans un premier mandat, à tenir un référendum, est-ce que ça pourrait être aussi rapidement que la première année, par exemple? Notre engagement se limite au premier mandat. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on va continuer à mettre de l'avant. Puis, on sent qu'il y a de l'écoute. Comme je disais hier, nos intentions de vote et en général dans la population, même ceux qui prétendent pas vouloir voter pour le Parti québécois, quand on regarde les deuxièmes choix, par exemple, les gens ont de l'écoute et nous, on est satisfaits de ça. Bonjour. Bonjour. Fanny Lévesque, La Presse. En santé, là, M. Plamondon, il y avait une question de mon collègue sur l'accès. Mais c'est quoi votre engagement précis? Est-ce que, par exemple, la CAQ vient de promettre que tous les Québécois vont être pris en charge par le bon professionnel d'ici 2026?
peut-être que peut-être que vous y croyez pas ou bon. Ma question, c'est quoi votre engagement à vous en termes d'accès et de prise en charge? Donc, ce qui distingue le Parti québécois de la CAQ, la plus grosse différence, à mon avis, c'est de faire le travail rigoureusement avant de promettre quelque chose. N'importe qui est capable de promettre, sans se préparer, plein de choses pour ensuite qu'on découvre que ça tient à rien. C'est arrivé tellement souvent avec la CAQ, notamment en santé. Nous, on convie des experts aujourd'hui. On travaille en amont. On a 2 ans avant de présenter aux Québécoises et aux Québécois ce qu'on pense être capable réellement de faire et d'accomplir. Mais basé sur des travaux, des experts qui viennent nous parler, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, nos engagements seront connus en 2026, mais seront le fruit d'un travail comme aujourd'hui. Pendant que la CAQ, elle, lance des choses à tout vent en fonction du sondage du jour, puis d'experts en communication. Mais c'est très différent comme approche. Tous les Québécois, est-ce que vous leur promettez une prise en charge par un quelconque professionnel? Parce que laissez-nous faire nos travaux. On était précis en 2022, donc vous pouvez quand même vous inspirer. Là, on va être dans la même ligne qu'en 2022 sur les grandes orientations. Mais c'est important pour nous, puis ça a eu lieu souvent comme conversation, quand on est en mode recherche et préparation de ce qu'on a à offrir, on retient ces réponses-là jusqu'à temps qu'on a un produit fini. Mais ce produit-là, à ce moment-là, il est bien bâti. Il est alors susceptible d'être réussi. Parce qu'avoir des promesses tenues, ça devrait être l'objectif et non pas sortir une ligne de communication en sachant pas ce qui va arriver. Sur Santé Québec, votre colloque s'appelle Au-delà des structures, là, la santé. Je sais que vous êtes déjà prononcé sur le fait qu'on évaluerait qu'est-ce qu'on ferait avec Santé Québec si on prend le pouvoir en 2026. À la lumière de, les entrevues qu'on a vues cette semaine avec Mme Biron, de un peu les orientations premières de Santé Québec, est-ce que on garde Santé Québec ou on scrape Santé Québec en 2026? Ce qui m'inquiète avec Santé Québec, c'est que là, on est en train de donner toutes les bases œuvres, là, toutes les décisions difficiles. On est en train de dire à Santé Québec, vous allez couper 1 milliard, peut-être 1,5 milliard. Et nous, ministères et politiciens, on s'en lave les mains, on n'a pas de réponse à donner parce que c'est Santé Québec. Donc, observons à quoi sert Santé Québec pour prendre une décision par rapport à l'utilité de cette structure-là. Mais si ça sert de paravent pour des coupures sans que le ministre ait à répondre d'une décision qui est à proprement dite politique, moi, je demeure à être convaincu. Là. Je ne suis pas convaincu de cette façon-là. On pourrait tirer la plug là-dessus? Tout est sur la table de notre côté. Puis on observe. Une précision par rapport à ce que vous disiez hier, vous avez fait appel à la confiance aux Québécois de rebâtir un peu leur estime de soi pour faire l'indépendance. Est-ce qu'en quelque sorte, c'est pas... Quel message vous envoyez à ceux que ça intéresse tout simplement pas? Est-ce qu'ils doivent, eux aussi, rebâtir leur confiance pour voir un peu la lumière? Ou qu'est-ce que vous dites aux fédéralistes, par exemple? J'espère que je suis pas trop naïf, mais je pense que l'avenir intéresse tout le monde. Donc, forcément, notre discussion sur l'avenir du Québec, elle va intéresser. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est politisé et qui suit ça tous les jours. Mais ça fait du bien en politique de ne pas être dans le lançage de boîtes et de se poser des questions sur notre avenir à long terme, développer une vision. Je pense que c'est comme ça qu'on a des chances de raccrocher les gens à la politique. Merci. Bonjour, good morning. Good morning. Good morning. About Arun Boisy, I haven't heard you in English. You said yesterday that it was a defamatory technique, that you used to be called a racist. But don't you think that having said, the local government said so many times that temporary immigration puts a lot of pressure on public services. You said that too. You started the 2024 in saying that for the housing crisis, it was exacerbating the situation. Exactly. So don't you think that on the substance, Mr. Boisy had a point? So that would be saying that
several banks that confirmed that it puts high levels of temporary immigration, puts a lot of pressure on housing. Those banks would be racist. The SCHL would be racist. Anyone that dares questioning anything would be racist. I mean, it's properly anti-democratic. It's really like people are fed up with people unable to discuss with civility, throwing insults and saying that they have virtue and they know better. So you felt attacked by Boisy? No, it's been like this for ages at Québec Solidaire. They do negative politics all the time. And then they say that they're inclusive. They're the most divisive. With Éric Duhem, because they kind of have the same technique, you take a subject and then you invent facts to to wedge as much as you can. It's really a populist wedge technique. And are you counting on the Speaker of the National Assembly to calm things down on Tuesday? I'm counting on all MNAs, because you've heard the response with the Liberals, with Marois Risky, with Monsef Déragi. You heard Christian Dubé. You heard Lionel Carman. You heard us. I'm counting on every MNA. At some point, the National Assembly deserves respect, and there are limits to defamation that is unfounded and very divisive and counterproductive. It's a question of maintaining a good climate, social climate. We can discuss any topic while being responsible and respectful of each other. And that's not what Québec Solidaire does. And one last question for the road. The proposition number 10 about having PQ's politicians answering questions only in French to Anglophone media. So you're not, you don't have this, you don't have the intention to do that. Yeah, you're having your answer right now. Right. But kind of, nobody's gonna. But loud and clear, is it a statement that the PQ is willing to make? It is a statement. Nobody's gonna ever prevent me from answering questions in English. René Lévesque has done that. The PQ has always done that. But most importantly, we need to behave exactly the way we visualize Quebec as a country. And of course, I'll be answering questions in English to media who need that answer in English for their TV, radio, or written report. I'll ask a question in English. Good morning. Good morning. I just wanted to ask you further about Santé Québec. Do you think the way it is currently set up and starting to operate, do you think it is accountable enough? No, it's not. And if you take power, because you're talking about structures today, would you abolish it? Would you maintain that or abolish it? Well, what we heard, first of all, from 2018 on, talking to all people in the health sector, the last thing they wanted is a new reform in healthcare. CAQ decided to reform healthcare in a major way, putting forward a new structure. So we'll, of course, have to study how it works. But, of course, that's not what people want, a new structure or abolishing new structures. They want services. So, one of the flaws with the agency is being accountable to the people it serves. And the democratic mechanisms of the healthcare system have been completely abolished. That's another flaw. The third thing is it's a historical centralization of decisions that we'll have to overturn. Will that need to be done through abolishing the agency? We'll see. But there are three major points that we already see as problematic. So it wouldn't be excluded? Well, we shall see. Everything's on the table. Everything's on the table, Paul said. Okay, and I have a question for the leader. To whom, Paul? Yes. Saint-Pierre Plamondon. My excellent colleague, Mr. Bergeron, has a story about a pole in the riding of Arthabaska.
Do you see the same trend that is we see in Terrebonne? Do you see the same trend here, and do you think this riding is winnable? It is winnable. And we will, if such an election is held, because it's a possibility, but it's not confirmed now, but if it's held, we're going to put all the efforts. It's important for us, and that's why we're here. It enables us to really understand the local issues. The figures tell us that we have a genuine chance, and that would be a great accomplishment. So if it happens, if there's such a by-election, we'll be working very hard. Ouais. Oui, donc à la lumière de ce sondage-là, définitivement, Arthabasca pour le Parti québécois, advenant une élection partielle, c'est gagnable. On est conscient que c'est pas acquis. Mais pour nous, si jamais ça a lieu, il n'y a pas un effort qu'on va ménager s'il y a une élection partielle dans Arthabasca. On sait que ça demande ce travail-là, mais ce serait tout un accomplissement, toute une source de fierté si on accomplissait une victoire dans Arthabasca. Hier, c'est ça, on avait une salle de 300 personnes pour venir discuter de politique, d'avenir. Les signes sont bons, mais on ne ménagera aucun effort advenant une élection partielle dans Arthabasca. Je retourne en anglais. Jean-François Poudrier, Nouveau et CTV aujourd'hui. Ouais. I would like you to expand on that reason why you will continue to answer in English question. What is behind that? Is it a matter of respect, matter of what exactly is your motivation behind it? It's obvious to me. It's a recognition that institutions that serve English-speaking Quebecers are very important, and that I'm just glad to participate. So for me, it's not an issue. And most importantly, I think one question that is important and fundamental for English-speaking Quebecers regarding independence of Quebec is what's going to be our status? What's going to be any changes to our daily life in an independent Quebec? And the answer to that is not only will make sure that everything that works right now continues, but we're going to be very sensitive to the status of our minority. So I've always been campaigning to all Quebecers about this project of independence. And we have the same interests. Taking back $82 billion in our budget and making more sound choices is the smart thing to do for everyone. And obviously, the Parti québécois will continue to collaborate and respect institutions of English-speaking Quebecers. It's obvious to me. Merci. Merci.